Ouais, c'est ça. C'est toujours un conflit de ressources parce que l'Amérique du Nord a été colonisée pas parce que c'était le fun, mais parce qu'il y avait de l'argent à faire en bout de ligne. T'investis un territoire pour le travailler, Ben oui, mais pour le l'exploiter. territoire, c'est une ressource aussi en tant que telle. Ouais, c'est ça. Juste pour revenir, parce que ça me fait penser à de quoi quand tu parlais de la conception du territoire. Souvent, quand on parle de Montréal, puis les gens ils disent que Montréal, ah non, c'est pas un territoire non cédé. Il y avait personne qui habitait ici. C'était un territoire de chasse de toute façon. C'est souvent comme un argument qui est utilisé pour genre légitimiser l'idée que comme Montréal existe. C'est un territoire de chasse, donc c'est pas grave si nous autres on l'investit. Ah oui, il y avait personne. C'est souvent ça que il y a beaucoup d'historiens reconnus au Québec qui viennent le réaffirmer haut et fort à maintes reprises. Mais, tu sais, premièrement, le fleuve Saint-Laurent, c'est quoi? C'est une artère de communication extrêmement importante pour l'ensemble des nations s'y trouvant ou qui sont proches ou qui sont proches du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, Jacques Cartier, quand il arrive en 1534, le Saint-Laurent est peuplé de long en large, ben pas le Saint-Laurent, là, évidemment, là, parce qu'on ne vivait pas dans l'eau, mais les rives du Saint-Laurent et les îles du Saint-Laurent qui le permettent sont peuplées, tant qu'à moi, comme je dis souvent, au maximum des cultures qui étaient présentes. En fonction des cultures qui étaient présentes, tout ce qu'on appelle là, des fois les Iroquois, comme on disait, il y avait il y avait un apport de l'agriculture beaucoup plus important dans leur diète. Donc, évidemment, l'agriculture permettait de peut-être avoir une occupation du territoire plus importante au kilomètre carré que les chasseurs du Nord, dont le caribou était peut-être une des sources protéiniques la plus importante. Mais, donc, quand Cartier arrive, ce qu'il rapporte, c'est qu'il y a du monde, puis qu'il voit plein de monde, puis c'est plein de monde, puis qu'à Montréal, il y a du monde aussi. Puis, tu sais, Montréal, quand on prend notre auto, puis qu'on traverse des caries du sud au nord, ou la métropolitaine d'est en ouest, ça n'a pas l'air si grand que ça. C'est grand à Montréal. C'est très grand, c'est Montréal. Énorme. Fait que, tu sais, Cartier, il est venu, je tiens à le rappeler, même pas une journée. Il a même pas couché à Montréal. OK? Fait que, est-ce que Cartier a pu voir, puis là, je parle même pas du West Island, là, jusqu'à Saint-Laurent, puis à Kirkland, puis tout, là, ça c'est même pas métropolitain, puis des caries, là. Donc, tu sais, est-ce que Cartier a pu voir vraiment, on dit Hochelaga, c'est Montréal. Ouais, Hochelaga, c'est peut-être une partie de Montréal, tu sais, de l'île de Montréal. Est-ce qu'il a pu voir tous les villages qui se trouvaient? Est-ce qu'il y en avait plein? Ça, j'ai pas de réponse à donner à ça. Mais moi, j'ai l'impression que Montréal, c'est un endroit géographique intéressant et important, autant aussi météorologiquement parlant, le climat était bon à Montréal. On le voit, c'était beaucoup d'agriculture à Montréal avant que ça devienne une ville de l'importance qu'elle a aujourd'hui. Donc, quand ils voient ça, c'est ça qu'ils voient le monde. Ils voient Montréal, on peut aller d'un bout à l'autre. Mais Montréal, tu traverseras pas Montréal à pied en une journée. Là. Puis là, encore là, il y a des routes, puis il y a tout ça, imaginez dans la forêt, puis là, tout ça. Fait que, donc, on dit qu'il y a Hochelaga, puis après ça, on revient, puis là, il n'y a plus personne. Pourquoi il n'y a plus personne? C'est ça que les gens ils oublient de se poser comme question. Pourquoi il n'y a plus personne dans ces 108? Moi, ce que j'ai vu, ce que je connais, c'est qu'il y a comme 3 facteurs les plus importants. Hein? Premièrement, on a parlé tantôt de la dépopulation due aux maladies. Il y a des fortes chances qu'au cours des 3 voyages que Cartier a fait, bon, le premier, il vient pas vraiment dans le Saint-Laurent, là, il va dans la baie des Chaleurs puis tout ça,
dans le golfe, mais par contre, il rencontre le chef Donnacona de Wendake, ou là, il y en a qui vont dire c'était le Coney, en tout cas, peu importe. Le chef Donnacona qui lui, était parti à la pêche là-bas. Fait qu'il revient dans sa communauté, est-ce qu'il rapporte des maladies, tout ça. C'est plus ou moins, mais on sait qu'il y a eu une dépopulation de façon généralisée de la terre de feu au Chili, au Grand Nord québécois lors des premiers contacts. Fait que pourquoi ça serait pas arrivé là? Moi, j'ai bien de la misère à le croire. Après ça, on le sait également qu'il y a une... bon, ça, c'est moins dû à la colonisation puis aux nouveaux arrivants, mais il y a une minière glaciaire qui va s'installer sur la planète dans les années 1550, 1580. D'ailleurs, la ligne du vin en Europe méditerranéenne va descendre vers le sud de façon assez prononcée. Donc, tu sais, ceux qui étaient à la ligne, à l'extrême nord de ceux qui vivaient de l'huile d'olive, puis qui pouvaient pousser les vignobles, tout ça, ils appellent ça la ligne du beurre puis de l'huile, là. En tout cas, je me rappelle d'avoir lu là-dessus, c'était la culture d'huile d'olive, puis c'était ceux qui avaient du beurre. Donc, ça va être repoussé vers le sud, de la même manière que la ligne du beurre va descendre vers le sud également, parce qu'il fait de plus en plus froid. Bon, c'est pas comme dans le film The Day After Tomorrow, là, évidemment, là, mais ça l'a quand même affecté. Fait que la même chose s'est produite ici avec la ligne du maïs. Québec, Montréal, c'était entre Montréal et Québec, il y a déjà une bonne différence. Mais Québec, c'était extrêmement nordique là, pour pousser le maïs selon les techniques agricoles de l'époque et des nations qui l'occupaient. Montréal aussi, c'est limite. Fait que tout ça va créer une course aussi aux ressources alimentaires, le poisson, la chasse, etc. Puis rajoutons à ça une course aux objets européens. Parce que, bon, on parle toujours de quartier, mais les pêcheurs qui venaient peut-être depuis 100 ans, on n'en parle pas, eux autres, des pêcheurs basques, des pêcheurs français, des pêcheurs d'un peu partout. C'est documenté maintenant. De 1500 à 1600, le fleuve Saint-Laurent, c'est un carrefour important. Ils viennent à Terre-Neuve, mais là, quand ils sont plusieurs à Terre-Neuve, ben, il y en a qui disent, ben, on pas plus fou qu'un autre, on va aller un peu plus loin, puis on va aller plus loin. Donc, il se crée un commerce d'objets européens à cette époque-là. Puis évidemment, ben, il y a des gens qui voyaient une plus-value à obtenir ces objets-là, puis il y a des gens qui voyaient une plus-value à garder ces objets-là. Puis à ce moment-là, évidemment, que ça crée des conflits. Mais tout ça est dû, à part la minière glaciaire, là, le refroidissement de la planète à cette époque-là, c'est beaucoup dû aux Européens, puis bon, c'est pas de la faute, là, c'est pas une question de victimisation là, que je fais ici, je vais juste expliquer ce qui est arrivé. C'est un bouleversement géopolitique et météorologique, si on veut, là, climatique plutôt, dans le Saint-Laurent. Fait qu'évidemment, ça a créé des distinctions entre 1535 puis 1608. Est-ce que si quelqu'un est présent pendant 5000 ans sur un territoire, mettons, sur l'île de Montréal, puis pendant 30 ans, ils sont pas là, c'est quoi qui compte le plus? Ben, dans la vision des historiens classiques, c'est le 30 ans où ce qui était pas là. Mais dans la tradition orale, le 5000 ans a beaucoup plus d'impact et de valeur et de force que le 30 ans. Ouais, je pense que c'est légitime. Fait que si on pense que je sais pas, moi, de 3000 avant, non pas 3000, mais mettons de 2000 avant Jésus-Christ à 1580, il y avait une communauté qui vivait, ou différentes communautés, là, je donne pas d'exclusivité à personne, puis tout d'un coup, ils s'en vont à un moment donné pendant un certain temps, puis après ça, en 1680, ils reviennent, là, même pas 100 ans après, puis ils se réinstallent. Ben, je pense que la tradition orale fait qu'ils reviennent chez eux.
ou chez eux, ou chez leurs frères, qui étaient leur nation, qui a été incorporée dans la nation. Le terme de nation aussi, c'est un peu comme le terme de propriété. Nous, le terme de nation est différent chez les Premières Nations que chez les Européens. On parle d'État-nation. Fait que s'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de nation. C'est souvent ça dans la conception européenne. Puis c'est très construit parce que je rappellerai qu'en 1534, on parlait français de Paris à peu près 10 km alentour de Paris. Dans les autres endroits, on parlait niçois, on parlait l'occitan, les ch'tis, c'était des dialogues. Ça n'existait pas la nation française à cette époque-là. Il y avait des groupes. Ça s'est fait plus tardivement, l'unité nationale française. Mais on associe ce concept-là de nation aujourd'hui à ce qu'on voudrait que les nations soient. Donc, c'est ce qui est un autre problème, je pense. Puis aussi, pour en venir à la question de départ, là, sur la différence des perspectives historiques, je pense que dans l'histoire classique, on croit en une objectivité suprême, en la vérité, finalement. Puis la vérité qui doit être perçue de façon universelle, peu importe qui on est. Puis, moi, j'y crois pas vraiment. Je pense que chaque nation, chaque groupe, chaque État, chaque continent a une histoire qui lui est propre et qui peut être perçue différemment par un autre groupe, une autre communauté, une autre nation, un autre continent. Je veux dire, les Européens n'ont pas la même perception de la guerre de 7 ans. Je suis sûr qu'ils n'en parlent même pas dans leur histoire. Un petit peu, là, mais... Jacques Cartier, je vais en France, pose la question, c'est qui Jacques Cartier? Jamais personne qui va te répondre. Là. Ils vont te dire, ah, Cartier, les bijoux. Non, mais, tu sais, je veux dire, mais ici, tout le monde le connaît. Tout le monde, tu sais. Fait que, tu sais, pourtant, Jacques Cartier, à part d'être venu ici et d'être reparti, c'était un piètre diplomate, un piètre politicien. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait rire de lui les faux diamants du Canada. Hein, quand on dit aussi vrai que des faux diamants du Canada, c'est qu'il il a rempli ses bateaux de quartz, puis il a ramené ça. Il pensait qu'il avait trouvé des diamants. Puis la pyrite de fer, il pensait que c'était de l'or. Je veux dire, il n'y avait rien pour lui à part d'être le premier à être venu ici puis d'avoir fait du trouble un peu avec les Premières Nations. T'sais. Mais pour nous, c'est que pour les Québécois, c'est un personnage historique important. Pour nous, ben, il est important, mais important sous l'autre sens. Il a kidnappé nos ancêtres, il a probablement amené de la maladie, il n'a pas respecté nos coutumes, il n'a pas respecté nos traditions, nos frontières, nos rites politiques. C'est ça. C'est ça. Puis d'un autre côté, il y a des nations qui n'ont pas eu affaire avec lui, fait que il n'existe pas. Fait que tu sais, c'est quoi la vérité dans l'histoire? Je pense qu'on peut tendre vers une certaine objectivité, avoir une rigueur professionnelle et historique, mais de là à penser que ce qu'on on écrit, puis ce qu'on véhicule, c'est la vérité vraie et absolue sous tous les points de vue et tous les angles de toutes les communautés et toutes les nations au monde. Moi, je crois pas vraiment. Je pense que c'est une distinction importante. Puis il faut respecter. Parce que je trouve que d'avoir une vérité absolue, on manque de respect envers l'autre, qu'il y a peut-être d'autres histoires. Donc, les déchets qu'émettent nos réacteurs électronucléaires, ils ont une durée de vie radioactive moyenne, et là ça va être impressionnant, hein, de près de 250 000 ans. 250 000 ans, c'est incommensurable à l'échelle de notre histoire. Donc, si ils sont stockés à la surface de la Terre, ces déchets-là vont être soumis aux aléas
de l'histoire. Ils vont être exposés aux catastrophes naturelles potentielles. Et donc, je pense qu'il est urgent de les mettre à l'abri. Du moment qu'on sait qu'ils existent, on ne va pas juste les laisser dans la cour. Donc, pourquoi les mettre à l'abri? Pour minimiser les risques de prolifération nucléaire, tout simplement, d'exposition à la radiotoxicité et les risques également d'interférence écosystémique. Alors, au cours de la décennie 80, il y a eu donc la solution du stockage définitif des déchets radioactifs dans des couches, dans des formations géologiques qui atteignent de 300 mètres à 1000 mètres de profondeur, qui donc a gagné en importance. Okay, donc depuis les années 80, cette solution-là est celle qui est le plus mise de l'avant. Et elle fait aujourd'hui l'objet d'un assez large consensus au sein des communautés scientifiques qui donc, et donc de l'industrie également d'exploitation du nucléaire civil. Et de plus en plus de pays planifient la construction de tels sites d'enfouissement. D'ailleurs, la Finlande est le premier à avoir inauguré officiellement son site d'enfouissement qui est actif. Là. Ça s'appelle Onkalu en Finlande. Alors, il faut dire que ce n'est pas tous les déchets qui sont très dangereux. Les déchets les plus dangereux sont dits les déchets HAVL, donc haute activité vie longue. Et ils correspondent ni plus ni moins aux barres de combustible. Je dis combustible entre guillemets parce que c'est pas exactement, c'est pas comme de l'essence là. Des barres de combustible nucléaire irradiées dans les réacteurs. Alors, ces déchets-là sont constitués de produits de la fission du combustible et des actinides, c'est pas très important. En France, les déchets dits HAVL représentent seulement 3% du total des déchets radioactifs produits. Mais ils concentrent la presque totalité de la radioactivité. En fait, ils sont très très concentrés. Le stock mondial de déchets HAVL, il est évalué en 2008 à environ 250 000 tonnes. Et donc, d'après un rapport de la World Nuclear Association, qui date de 2015, dans les pays de l'OCDE, il y a 81 000 mètres cubes de déchets nucléaires qui sont produits par année. Alors, le nombre de déchets ne fait que s'accroître. Et à titre indicatif, la France prévoyait, là, ça c'était il y a quelques années déjà, mais prévoyait tripler sa production de déchets nucléaires d'ici à 2080. Alors, maintenant qu'on sait qu'il y a ces déchets-là, qui sont dangereux, il existe différentes techniques pour les stocker. Donc des techniques qui ont été utilisées et qui continuent d'être utilisées. Donc, ils peuvent être stockés à la surface de la Terre, et différentes méthodes vont pouvoir atténuer la radiotoxicité, puisque donc ils ne peuvent pas être complètement détruits. Donc, il existe des méthodes d'entreposage temporaire. La plus connue est peut-être celle de la piscine de carburant usé. Sinon, il y a les barils à sec, il y a des barils de transport, il y a différentes formations là, de béton, de calcaire, de roches synthétiques, etc. Ouais, il faut dire que l'eau, c'est un isolant apparemment très, très fort contre la radioactivité. Oui. Par contre, on va éventuellement parler des stockages profonds, là. Des risques de fissures. On sait qu'il y a des nappes souterraines, il y a des possibilités que l'eau emporte aussi des matières radioactives, donc il y a des possibilités de fissures à ce niveau-là qui existent, mais bon, ça c'est un petit détail, là. Mais oui, a priori, l'eau est un bon isolant, donc d'où l'idée de la piscine de carburant usé. Donc, en matière de traitement des déchets, là, il existe deux phénomènes dont on peut tirer profit. Il y a aussi donc la vitrification est le premier, aussi appelé geomelting. Et puis l'autre, c'est la transmutation nucléaire qui permettrait donc d'affaiblir la radiotoxicité, mais c'est pas très bien développé. Il y a des recherches en cours. Donc, aucune des deux techniques, de toute façon, élimine complètement la radiotoxicité. Et donc, finalement, il existe aussi diverses techniques d'entreposage dit permanent il y en a, la troisième est la solution préconisée, là, celle du stockage en couche géologique profonde, aussi appelée Deep Geological Repository. Mais avant ça, il y en a eu un ou deux qui ont été essayés, notamment le stockage sur le plancher océanique.
Hein, imaginez faire descendre des barils, je pense que peut-être des gens ont déjà vu des images comme ça, des gros barils jaunes, on les descend au fond de l'eau, puis on se dit, bon, ben comme ça, ils sont loin, on peut les oublier. Alors, ça paraît barbare et archaïque, mais il faut savoir que ça existe encore. Hein, il y a des zones qui sont beaucoup moins bien contrôlées sur la planète, et apparemment, depuis des dizaines d'années, il y a pas mal de déversements qui se font au large de la Somalie. Ça, c'est comme des déversements, des dépôts sauvages. Ouais, c'est ça. Ça, c'est illégal, en quelque sorte, mais bon, si personne n'est là pour le contrôler, une loi n'est jamais aussi forte que sa capacité à être mise en application. Puis l'autre solution qui existe, c'est le stockage en forage profond, aussi appelé Deep Borehole Disposal. Et donc, il s'agit essentiellement de creuser des trous très très profonds, là, pas très larges, mais finalement, c'est comme des gros tunnels verticaux. Et puis on descendrait ça là-dedans, puis après ça on les reboucherait, puis ce serait ça. C'est pas la solution qui est préconisée, c'est vraiment donc le stockage en couche géologique profonde. Qu'est-ce que c'est? Alors on parle de sites excavés dans des formations telluriques variées, là. C'est parfois du sel, ça peut être de l'argile, ça peut être... Bon, bref, l'important c'est que ce soit une formation géologique stable. Et donc ces excavations-là peuvent atteindre une profondeur moyenne de 500 mètres. Il y en a à 300 mètres, il y en a à 1000 mètres. C'est assez profond, on s'entend. Et donc, des sites excavés qui pourraient accumuler sur une période moyenne de 100 ans. Pendant 100 ans, ils seraient ouverts, on descendrait des matières HAVL dans ces immenses salles souterraines. Et puis, après 100 ans, elles seraient scellées à tout jamais. Seulement, récemment, la World Nuclear Association, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a remis en cause l'idée de permanence de l'enfouissement dans un document qui traite de la question, là. Et puis, en gros, elle s'interroge à savoir si les déchets pourraient pas être placés de manière à pouvoir être retirés des dépôts plus tard. Le motif derrière ça, c'est que, en fait, on voudrait laisser la porte ouverte à la possibilité pour des générations futures de pouvoir tirer profit des déchets qui auront été enfouis, hein, et de les considérer comme une ressource qui pourrait avoir une valeur. Actuellement, on ne peut pas les traiter, mais si dans 100 000 ans c'est possible, voilà. D'un autre côté, la fermeture permanente pourrait accroître la sécurité des installations. Hein. Après avoir été enfouie pendant environ 1000 ans, la plus grande part de la radioactivité se serait dégradée. Donc là, en considérant ça, hein, puisqu'il y a toujours la question de la demi-vie, ça se dégrade tranquillement. Donc, bon, ceux qui veulent tirer profit des ressources, on va les appeler les extractivistes, ils voudraient pas que les dépôts soient fermés à jamais. Hein, ce serait bête, finalement, d'avoir une telle richesse, puis de l'oublier. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent oui, il faut les oublier, justement, parce que vaut mieux ne pas toucher à ça, c'est dangereux. C'est quand même drôle que c'est cadré dans l'aspect profit. Oui, évidemment. C'est un secteur industriel, hein, donc toute la question du profit, elle est là, elle est au centre de toutes les décisions. Et puis, les questions morales, elles sont là aussi, là, parce que... Tu pourrais dire, on peut garder ces sites-là ouverts parce qu'éventuellement, on va peut-être pouvoir s'en débarrasser de manière sécuritaire. T'sais, comme les éliminer complètement avec des technologies qui ne sont pas encore développées, mais l'idée du profit est de l'avant. Oui, puis de toute façon, tu sais, les immenses sites là, comme ça, excavés souterrains, ça vient de décisions gouvernementales qui vont à l'encontre de l'idéologie gestionnaire de l'industrie nucléaire de toute façon. Eux, ils seraient très contents de laisser ça dans des stockages temporaires ou dans des piscines, parce que c'est le moindre mal et puis ça coûte moins cher. Le problème, c'est que il y en a beaucoup. Ça devient qu'il y en a trop. Et puis sinon, le problème, c'est aussi que les États se sentent de temps en temps une responsabilité envers les populations. Et puis là, ils se disent, ouais, faudrait quand même faire quelque chose par rapport à ça. Une question un peu ludique. La Mountain Eatery, c'est-tu le club chasse-et-pêche? Ah non. Non, c'est pas le club chasse-et-pêche. C'est un
c'est un resto que j'ai inventé en utilisant en m'imaginant le nom d'un resto branché du Vieux-Montréal où tout se passe en anglais, là, qui ressemble à une cabane à sucre moderne. Je me disais, ça me semble ça aurait du bon sens. Eatery, ça fait un peu vieillot. Puis Mountain, ben Mont-Royal, là, donc ouais, non, je l'ai imaginé. Mais c'est vrai que c'est un peu calqué de certains restaurants branchouilles, là, on va dire, là, qui existent dans le Vieux-Montréal des fois, puis qu'on dirait qu'ils sont pas situés au Québec, là. Ouais, ça fait du sens ce que tu dis parce que j'avais pas vu de même, mais à y repenser, ça fait un peu comme si la québécité devenait un folklore, en fait. Exact. C'est un peu comme la couleur locale. Tu sais, venez au Canada, puis oui, on a une région là où c'est pas mal original dans ce coin-là. Il y a encore du monde qui parle français, imaginez-vous donc. Puis ils mangent ci, ils mangent ça. C'est comme dans le fond si tu vas aux États-Unis, puis tu vas à la Nouvelle-Orléans. Puis là, on va te servir du gumbo, puis mange de l'alligator, puis c'est dommage cool, ça, c'est dommage folklorique, c'est dommage original, ça me sort de l'ordinaire, tu sais. Mais c'est juste ça. Ce n'est que ça. Parce que, tu sais, tu commandes ta bouffe en anglais, puis tu t'es au Canada. T'es pas ailleurs, là. T'es au Canada. Mais c'est juste une petite touche locale intéressante, pittoresque, on va dire. Est-ce que tu penses que la folklorisation du Québec, ça va arriver? Non, je pense que c'est déjà en marche. Je pense que c'est déjà très, très avancé. Du côté canadien-anglais, on a juste à lire certains textes sur le Québec. Je veux dire, c'est une vision, je dirais folklorique, c'est quasiment un compliment par rapport à ce qu'ils disent sur nous parfois, là. Des fois, c'est moins gentil que folklorique. Une espèce de vision comme quoi, que dès que tu quittes Montréal, tu sais, t'es comme dans la brousse, là, tu sais, je veux dire, c'est des paysans qui parlent un drôle de français d'un autre siècle, avec un accent à couper au couteau, sont un peu bizarres, je veux dire, je vais pas tomber dans la victimisation, là, mais des fois c'est un peu ça, là, c'est un petit peu ça qu'on projette du Québec. Puis sous-entendu, ben, tu sais, plus ils vont s'angliciser, plus ils vont se moderniser. Ouais, mais c'est ça, je voulais juste dire que les matériaux artificiels qui sont comme un peu soustraits au cycle de la nature, du moins dans le moyen terme, au minimum, là. Je trouve ça intéressant. Ouais, ben, en fait, c'est intéressant, le plastique, pour moi, il y avait comme deux sens. C'est que je le voyais tout le temps. Mais tu sais, des fois, comme tu as une image en tête, puis là, tu la revois tout le temps, genre, autour de toi. Je me suis mise à remarquer ces espèces de buttes de terre, souvent, qu'on voit l'été dans les sites de construction. Il y a toujours ces espèces de monticules, puis et au Cameroun, d'où mon père est originaire, et en Afrique du Sud aussi, il y a beaucoup des tombes qui sont faites, justement, c'est des monticules de terre. Donc, au lieu, ben, elles vont être creusées, mais il y a aussi ces espèces d'amont de terre qui sont créées, sur lesquelles on va déposer des fleurs et tout. Donc, j'avais comme une obsession particulière avec ça. Puis, justement, sur les sites de construction et tout, souvent, ils sont remplis de ces espèces de bâches de plastique, tu sais. Cette espèce de plastique qu'on utilise beaucoup en jardinage pour protéger la nature, pour la sceller. Puis là, il y avait comme toutes ces espèces de mauvaises herbes, cette vie qui reprend dans le milieu, tu sais, au milieu de tout ça. Ce que je trouvais qui était une image très, très forte, tu sais. Donc, j'ai beaucoup aussi travaillé au départ à partir de cette image-là. Puis finalement, j'ai commencé justement à faire le lien aussi avec l'esthétique de forensics, tu sais, où on essaie de couvrir les arbres en hiver pour les protéger, puis nos plantes qui sont pas adaptées à notre climat rude, mais on essaie aussi de couvrir et de protéger les corps, par exemple, quand ils sont morts, cette façon dont on a de couvrir le corps ou de se couvrir nous aussi, là, comme j'avais l'image du photographe justement qui était venu photographier la scène, puis il y avait cette espèce de... Ben, pendant la pandémie aussi, là, on a beaucoup cette image de hazmat suit, là, justement, tu sais,
Donc, j'ai beaucoup travaillé avec cette espèce de désir d'empêcher la porosité, en fait, entre les corps organiques, là, tu sais. Puis en même temps, c'est ça, comme à l'opposé de justement la nature qui n'est que porosité, tu sais. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, cette espèce de tension temporelle, tension de matériel, tension de fonction, tension d'effet aussi, là, finalement. Oui, absolument. C'est ces matériaux qu'on développe, mais qui... Ouais, comme tu dis, qui est coupé du cycle, mais qui vient donc qui est un perturbateur, finalement, du cycle naturel.